Je sens que j'ai un lien très fort avec mes ancêtres ici. Je sais que dans chaque morceau de cette écorce, dans chaque couche de bois à l'intérieur de cet arbre, il y a une partie de leur ADN. Je sens une partie de leur énergie ici. Parce qu'ils étaient ici quand cet arbre était encore en vie, quand il y avait de l'herbe tout autour. Alors que maintenant, il tient à peine debout. On dirait qu'il vit ses derniers jours. Chaque fois que je viens ici, quelque chose a changé. Quelque chose qui était debout ne l'est plus. Cette plage du sud des États-Unis était une forêt il y a quelques années seulement. À perte de vue aujourd'hui, les arbres sont comme brûlés, tués par l'eau salée. Quinquet est la chef d'une communauté afro-américaine de Caroline du Sud qui vit sur ces terres depuis des siècles et qui est très vulnérable au changement climatique. Il suffit de venir sur ces rivages, n'importe où ici, pour voir comment le changement climatique nous impacte. Nous avons vu le niveau de la mer monter. Nous avons subi des ouragans plus intenses, plus rapprochés que jamais de mon vivant. Pendant des années, nous avons dit aux gens, aux politiciens, venez voir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. L'érosion de notre terre est trop rapide. Les arbres ne tombent pas tout seuls, non? Donc si les arbres tombent, vous devriez faire attention à cela. Ils ne nous ont pas écoutés. Cette montée des eaux inexorable, de plus en plus rapide, est l'une des conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique, ici comme partout sur la planète. Chez nous, ce sont les glaciers qui fondent de plus en plus vite aussi. Partout sur la planète, le climat s'est détraqué. L'humanité est en péril, mais aussi responsable de ce dérèglement par son addiction aux énergies fossiles. Il y a 40 ans, les géants du pétrole le savaient. Ils savaient que leurs produits mettaient en danger notre climat. Et pourtant, ils n'ont rien fait pour changer de trajectoire, bien au contraire. Ce qu'il y a de plus choquant dans ce que nous avons appris ces 5 ou 6 dernières années, c'est que ces compagnies pétrolières, les plus grandes entreprises du monde, avaient leur propre programme scientifique. Elles avaient très bien compris la crise climatique à venir, avant le reste d'entre nous. Depuis plus de 20 ans, Kurt Davis enquête sur la responsabilité du Big Oil, les géants du pétrole, dans la crise climatique. Ils étaient conscients que le problème allait s'aggraver. Mais ils n'en ont parlé à personne d'autre. Ils ne l'ont pas dit au gouvernement, ils ne l'ont pas dit à la population, et ils ne l'ont jamais dit publiquement. C'est là que le crime commence. C'est cette histoire que nous allons vous raconter, celle qui expose 40 ans de déni et de désinformation pour retarder la transition vers un monde sans énergie fossile. Nous sommes au début des années 90. Ce film d'entreprise, produit par la multinationale Shell, explique que des scientifiques prélèvent des gaz dans l'atmosphère et mesurent la température des océans pour étudier l'évolution du climat. À cette époque, Shell mène des recherches car elle veut connaître l'impact de ses produits sur l'atmosphère. Ses concurrents font de même, Total, BP, Chevron et surtout le géant américain Exxon. C'est l'un des membres de l'unité de recherche d'Exxon et un témoin essentiel dans notre enquête que nous retrouvons en Floride. Il fait un temps de chien dans ce paradis pour retraités connu pour son soleil éternel, fichu climat quand même. Marty Offert occupe désormais ses journées en construisant des modèles d'avions, mais ne vous y trompez pas.
C'est un professeur spécialisé dans la physique de l'atmosphère. À l'Université de New York, dès la fin des années 70, c'est l'un des premiers scientifiques à avoir modélisé le changement climatique actuel. J'avais suffisamment de preuves pour démontrer que l'effet de serre commencerait à réchauffer l'atmosphère. Sur la base de nos calculs, cela se passerait dès la fin des années 80 et dans les années 90. Nos modèles montraient qu'en continuant à utiliser des carburants et des combustibles fossiles au même rythme, cela entraînerait, du moins pour la période pendant laquelle les humains ont vécu sur la Terre, un changement climatique sans précédent. Exxon le recrute comme consultant dès 1981 aux côtés d'autres scientifiques. Il travaille sur des projections, dont l'une des plus étonnantes est celle-ci, datant de 1982. En quelques mots, vous pouvez m'expliquer ce qu'elle montre ? Eh bien, ce graphique montre essentiellement l'augmentation de deux éléments. L'un est la concentration du CO2 atmosphérique, mesurée en parts par million, et l'autre est la température moyenne sur Terre. Je me souviens que nous avions préparé ce calcul pour un rapport interne. Il s'agit d'un modèle qui montre comment la Terre se réchaufferait si nous suivions notre mode de vie et de consommation habituel. Sur cette courbe, on voit la projection de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, calculée en parts par million, les ppm. Sur celle de droite, la projection de l'augmentation de la température terrestre. Ces calculs datent de 1982, rappelons-le. Ce graphique fait partie d'un dossier confidentiel consacré aux gaz à effet de serre et révélé récemment par les médias américains. Ces documents prouvent sans aucun doute qu'Exxon connaissait les risques liés à la combustion des énergies fossiles. Nous allons le voir. Mais tout d'abord, pour bien comprendre son importance, nous montrons le graphique à la climatologue suisse Sonia Seneviratne. C'est l'une des 10 spécialistes du climat les plus réputées au monde. Ce qui est frappant dans ce graphique, c'est que si on regarde donc l'année 2020 ici, on voit que on est à peu près ici à une concentration de 420 ppm. Et c'est presque exactement la concentration qui a été atteinte. Donc en mai de l'année passée, on a atteint une concentration de 419 ppm, ce qui est la mesure la plus haute jamais mesurée. Une concentration de CO2. Et donc si vous regardez les températures qui étaient prévues, donc aussi à peu près en 2020, on était autour de 1 degré. On est un tout petit peu au-dessus de ça, en fait. Donc, le dernier rapport du GIEC montre que lors de la dernière décennie, on a atteint une température d'à peu près 1,1 degré. Elle est l'une des autrices de ce dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat. Ce rapport confirme l'impact de plus en plus dévastateur de nos activités humaines. Là, il n'est plus question de projection, mais de mesure exacte de la réalité climatique d'aujourd'hui. Ça, c'est en fait les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est des mesures, hein, parce qu'on a des mesures depuis à peu près la fin des années 50. Donc, vous voyez combien de CO2 on a dans l'atmosphère. Donc, comme j'ai dit, on a atteint à peu près 419 ppm l'année passée. On a vu sur le graphe d'Exxon, c'était pile ce qu'ils avaient prévu. Et je pense que ce qui est effrayant, c'est qu'on voit cette augmentation inexorable, en fait. Année après année, même si une année, on a un petit peu moins d'émissions, ça continue d'augmenter inexorablement. Aux États-Unis, la révélation des documents internes d'Exxon secoue une partie du monde politique. Des élus démocrates organisent un hearing au Congrès, c'est-à-dire une audition publique pour en savoir plus sur ces recherches menées par l'industrie fossile elle-même. Nous sommes en octobre 2019. Jurez-vous ou affirmez-vous que le témoignage que vous allez donner est la vérité, rien que la vérité? Témoin clé, le professeur Marty Offert et son graphique. Docteur Offert, votre travail avec Exxon se concentrait sur le cycle du carbone et la modélisation du climat. J'ai une diapositive ici. Donc en 1982, soit 7 ans avant ma naissance, Exxon a prédit avec précision que d'ici aujourd'hui,
soit 2019, la Terre atteindrait une concentration de dioxyde de carbone de 415 parties par million et une augmentation de température d'1 degré Celsius. Dr. Offert, est-ce exact? Nous étions d'excellents scientifiques. Oui, vous l'étiez. Oui, vous l'étiez. Donc, ils savaient. Ils savaient, et je présume qu'ils savaient également quelles seraient certaines des conséquences de ce changement d'1 degré Celsius. Certaines d'entre elles, pas toutes. Absolument. J'aimerais avoir l'occasion d'en discuter si quelqu'un me le demande. On lui a demandé et il confirme que ses recherches ont été transmises à la direction d'Exxon. En 1987, 6 ans après avoir été engagé, il arrête sa collaboration lorsqu'il comprend que son travail ne changera rien à la stratégie de l'entreprise. Je collaborais avec eux parce que je pensais, bon, c'était très naïf de ma part, je pensais que je pouvais les influencer pour qu'ils changent leur business plan. Mais vous devez comprendre qu'Exxon engrangeait des bénéfices trimestriels de dizaines de milliards de dollars. Les actionnaires gagnaient beaucoup d'argent. Donc si vous vous mettez dans leur position, j'imagine que vous vous dites « J'ai une entreprise très rentable, mes actionnaires gagnent beaucoup d'argent, cependant je suis en train de détruire la planète. » J'imagine qu'ils ont pensé « Eh bien, je ne serai plus là dans 20 ou 30 ans, j'aurai un beau parachute doré, ils me donneront beaucoup d'actions et je m'en sortirai très bien. » Cynisme ou simple appât du gain? On ne saura pas pourquoi les dirigeants d'Exxon et d'autres pétroliers n'ont pas écouté leurs scientifiques. Mais ce n'est pas tout. Ce que des enquêteurs comme Kurt Davis ont découvert, c'est qu'ils ont lancé une gigantesque campagne pour mettre en doute la science. Fondateur du Centre d'investigation climatique à Washington, il a rassemblé des dizaines de documents sur cette stratégie du doute. En privé, de nombreuses entreprises, de nombreuses industries se préparent comme pour une guerre. Ils sont décidés à mener une bataille cruciale. Une guerre contre la science? C'était une guerre contre la science, exactement. Ils s'opposaient à ce que les gens commencent à associer changement climatique et problèmes de santé. Ils étaient très contrariés par le fait que les gens parlent d'événements météorologiques extrêmes et qu'ils les relient au changement climatique. Ils voulaient tuer dans l'œuf tout ce qui pouvait sensibiliser le public ou le monde politique à cette question. En 1988 déjà, ils sèment les premières graines du doute. Par exemple, dans ce mémo interne, le porte-parole d'Exxon écrit que l'effet de serre est un problème important, mais il recommande qu'en public, on insiste sur l'incertitude des études climatiques. Position d'Exxon. Accentuer l'incertitude dans les conclusions scientifiques concernant l'augmentation potentielle de l'effet de serre. Cela sera la tactique du Big Oil pendant des années. Écoutez ce que dit devant ses pairs le président d'Exxon, le plus grand des pétroliers américains, filmé par la chaîne C-SPAN en 1996. Les défenseurs de la théorie du réchauffement climatique affirment que l'augmentation des gaz à effet de serre, en particulier le CO2, entraîne une hausse des températures mondiales et que la combustion des carburants fossiles en est la cause. Mais les preuves scientifiques ne sont pas concluantes pour démontrer l'impact des activités humaines sur le climat. Il n'y a simplement aucune raison de prendre aujourd'hui des mesures drastiques. Sauf que eux, ils ont pris des mesures drastiques. Au même moment, et c'est l'une des informations qu'on a découvert récemment, Exxon et les autres compagnies fortifiaient leurs propres installations. Ils voulaient renforcer leur plateforme pétrolière pour se protéger contre des événements climatiques plus extrêmes. Aujourd'hui, nous ne connaissons qu'une partie de cette histoire. Si un jour on dispose de toute la vérité, on comprendra mieux. Mais s'ils se protégeaient et laissaient le reste d'entre nous sans protection, c'est un acte terrible. C'est un geste très cynique. Et puis arrive décembre 1997, une date fatidique pour le Big Oil. À Kyoto, 192 États, dont les États-Unis et la Suisse, signent un accord où pour la première fois, ils s'engagent à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. La situation est grave et les conditions des changements climatiques risquent d'être catastrophiques pour nos enfants et petits-enfants.
Pour les pétroliers américains, ces accords contraignants sont une menace existentielle. Moins d'émissions, c'est moins de consommation de leurs produits et donc à terme, la fin de leur modèle d'affaires. Alors, il leur faut mettre en doute la réalité du changement climatique. Et c'est l'objectif de ce plan d'action rédigé en 1998 au sein de l'Association des pétroliers américains, un plan qui doit les conduire à la victoire. Il y a deux cibles principales, l'opinion publique et les médias. La victoire sera remportée quand les citoyens moyens comprendront les incertitudes de la science climatique et que ces incertitudes seront reconnues comme faisant partie de la sagesse populaire. Quand les médias comprendront les incertitudes de la science climatique. Sur plusieurs pages de ce qu'on appelle désormais le Victory Memo, ils détaillent leurs tactiques et le financement nécessaire pour lancer leurs opérations de désinformation. Dans cette campagne, ils visent les politiciens, bien sûr. Mais ils visent aussi chacun d'entre nous. Ils visent les médias pour influencer la façon dont le thème est couvert. Et dans certains des documents, on voit qu'ils visent même les instituteurs. Ils publient des manuels de cours pour essayer de présenter leur version du changement climatique. Ils savent que l'inquiétude sur ce thème commence très tôt et ils veulent manipuler les enfants. Ils veulent que les enseignants y réfléchissent. Ils veulent que les gens discutent de savoir si c'est un problème ou pas. Cette énorme campagne de lobbying et de relations publiques est financée à coût de centaines de millions de dollars. Défenseur de l'environnement, Richard Wiles a constaté l'efficacité de cette opération tout au long de sa carrière. Ils ont réussi avec de l'argent. Le nombre de publicités qu'ils diffusent est juste hallucinant. Ils ont commencé dans les années 80-90 et depuis, ils n'ont pas cessé de bombarder le public avec la notion que le changement climatique n'est pas prouvé, qu'il ne se produirait peut-être pas maintenant, que cela ne sera pas si grave, que sans pétrole ni gaz, nous ne pourrons pas survivre, nous ne pourrons plus conduire une voiture, nous ne pourrons plus chauffer notre maison, ce qui est évidemment faux. Mais vous savez, avec suffisamment d'argent et de publicité, vous pouvez convaincre les gens d'à peu près n'importe quoi. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et pourquoi ils ont fait ça, selon vous? Le pire, sans doute, c'est qu'ils ont délibérément manipulé les faits pour protéger leurs profits. Ils ne voulaient pas être tenus pour responsables. Ils ne voulaient pas de réglementation. Ils ne voulaient pas être contrôlés. Pour répondre à l'ensemble de ces graves accusations, nous avons demandé une interview à l'Association des pétroliers américains, l'American Petroleum Institute à Washington. Après une dizaine de mails sans réponse, voici la seule déclaration que nous avons reçue. Le bilan de ces 2 dernières décennies prouve que l'industrie a atteint son objectif de fournir une énergie américaine abordable et fiable aux consommateurs américains, tout en réduisant considérablement les émissions et notre empreinte environnementale. Toute suggestion contraire est fausse. Bon, cela ne répond à aucune de nos questions sur leur campagne de désinformation. Et on verra dans un moment qu'ils n'ont pas vraiment changé de stratégie. Le virus du doute a circulé partout, en Suisse aussi. Il imprègne le débat public et les médias qui donnent un écho à des théories alternatives sur le changement climatique, des théories qui remettent en question des faits établis par des mesures scientifiques. Martine Robetté, professeure à l'université de Neuchâtel et 40 ans de climatologie dans les bottes, l'a vécu dès le début de sa carrière. Le but, évidemment, c'est pas de faire en sorte que on ne sache jamais ou qu'on croit que ça ne se réchauffe pas, mais qu'on ait un certain doute pour qu'on ne prenne pas les mesures qui s'imposent. La première fois que je me trouve face à de la désinformation, j'ai été très surprise parce qu'en fait, c'était l'émission Table ouverte qui m'avait contactée en me demandant si je pouvais venir expliquer comment les températures augmentent en Suisse et dans le monde. J'ai dit oui. Et puis, le journaliste me dit « Mais est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui dit le contraire ?» Et moi, j'ai dit « Mais personne ne peut dire le contraire. Ça se voit. On ne peut pas dire le contraire des chiffres qui sont observés. »
Et sur ce plateau de la télévision romande, en 1993, il y a effectivement un chargé de cours de l'EPFL. Alors qu'à l'époque, les preuves s'accumulent sur le réchauffement et ses causes humaines, il en doute. Est-ce que les activités humaines portent une part de responsabilité dans l'effet de serre, dans le réchauffement? Apparemment, pour moi, non, dans la mesure où le réchauffement a précédé les activités humaines. Donc là, j'étais vraiment sans voix d'entendre affirmer des choses pareilles. Mais après, j'ai pris l'habitude. Dans la presse écrite, comme à la radio ou sur les plateaux de télé, le scénario se répète dans les années qui suivent. Ici, à Infrarouge, en 2006. Un scientifique qui dénonce l'imposture écologique, le réchauffement climatique. Aucune preuve, dit-il. Aucune preuve. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à vous, bienvenue à nos invités. Georges Rossi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le voyage de Bordeaux pour porter ici la contradiction. Alors, le réchauffement climatique, vous y croyez? Alors, disons que ce dont on est à peu près... Bon, là, moi, je trouve déjà magnifique le journaliste qui dit « vous y croyez ». Mais la science, c'est pas une croyance. Quelle drôle de question. Là où, par contre, mon opinion diverge, c'est sur les causes de ce réchauffement. C'est également sur l'ampleur du réchauffement qu'on nous promet en 2050 ou en 2100. Parce que là, il y a vraiment de très, très grosses inconnues. Mon sentiment, c'est que tout le monde est pris en otage. Les journalistes aussi, parce que la déontologie journalistique oblige à présenter tous les points de vue. Or, vous avez la totalité de la communauté scientifique compétente dans le domaine qui donne un avis, puis vous avez une personne qui lève la main en disant « moi je dis le contraire », et le résultat dans la publication ou à l'écran, ça va être 50-50. Bien. Martine Orbeté, alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Au fond, vous peignez le diable sur la muraille, et puis on vous dit, au fond, vous n'en savez rien. Le résultat, ce n'est pas de l'information, c'est essentiellement de la désinformation, qui est de semer le doute et puis empêcher l'action, parce que tout le monde se dit, oui, mais alors c'est vrai ou c'est pas vrai, puis on a tous envie de se dire, bah, je vais avec ma voiture, puis finalement, on me dit que c'est pas si grave. Il y en a qui disent que c'est un problème, mais alors il paraît qu'en fait, ça l'est pas. Alors en attendant, continuons comme on a toujours fait. Alors allons-y gaiement. Continuons à prendre notre voiture, l'avion, comme si de rien n'était. Continuons à nous chauffer au mazout, c'est bien pour le climat, nous disent même les milieux pétroliers. Regardez cette pub de l'Union pétrolière suisse, l'association des importateurs de carburant et combustibles, publiée dans de grands journaux suisses en 2007. Son slogan est surprenant. En français, le slogan, c'était « Chauffer au mazout, la meilleure solution pour le climat ». C'est l'équivalent de faire une publicité qui dirait « Fumer est la meilleure solution pour vos poumons ». C'est un propos qui est complètement mensonger et qui cherche en fait à duper la population de manière à ralentir les efforts climatiques et à protéger les affaires des importateurs de pétrole. À l'époque, Greenpeace porte plainte auprès de la Commission suisse de la loyauté, un organe d'autocontrôle de la publicité qui donne raison à l'ONG. L'Union pétrolière doit retirer sa publicité. C'est une petite victoire qui a malheureusement pas empêché les importateurs de continuer à utiliser des informations. En 2015, on attaquait de nouveau des publicités de l'Union pétrolière qui affirmaient que le mazout était une bonne solution pour l'environnement, qui affirmaient que le chauffage au mazout était toujours moins cher. Et là aussi, on a obtenu une victoire auprès de la Commission suisse pour la loyauté. Pour semer le doute, il y a aussi des méthodes plus brutales, s'attaquer personnellement aux scientifiques. Voici comment Roger Keppel, le rédacteur en chef de l'influent hebdomadaire de droite Weltwoche, décrit la Suissesse Sonja Seneviratne, l'une des meilleures climatologues au monde, sur sa chaîne vidéo. C'est une activiste du climat, une combattante du climat qui fait partie des troupes de la grande Greta Thunberg. La sainte des Verts qui en ce moment a pris d'assaut les cerveaux de nombreux scientifiques, entre guillemets.
Mais vous le voyez, ce ne sont pas des chercheurs, ce n'est pas une scientifique. Ce qui lui reproche, avoir déclaré dans une interview que le changement climatique actuel était très inquiétant et sans précédent. Ici, nous avons affaire à des croyants, à des convaincus, à des prophètes, à des apocalyptiques, à des gens qui savent à l'avance ce qui va se passer et qui, sur la base de cette certitude, de cette foi, agissent en conséquence et se comportent de façon tyrannique et conquérante. C'est ce consensus tyrannique et armé qui est aujourd'hui prêché agressivement dans nos universités. J'ai rien à ajouter. Je veux dire, c'est complètement absurde. Mes convictions, elles viennent de mes connaissances scientifiques. Et c'est au même titre, je veux dire, si on commençait à critiquer les scientifiques parce qu'ils affirment que la Terre est ronde, voilà. Par contre, je pense qu'on peut se poser la question pourquoi des politiciens peuvent se permettre de tenir des propos où ils discréditent la science. Pourquoi des partis qui sont très bien établis peuvent se permettre d'essayer d'ignorer la science? Est-ce qu'on devrait accepter ça dans une démocratie? On peut se poser la question. C'est que Roger Koppel n'est pas n'importe qui. C'est un conseiller national zurichois et une voix très influente au sein du principal parti de Suisse, l'UDC. Pour comprendre la virulence de ses propos, nous lui avons demandé une interview. Refusée. Si l'UDC nous intéresse en particulier, c'est que ce parti est proche du lobby fossile, un lobby que la Fondation suisse de l'énergie a décrypté en 2019. Dans cette constellation, on trouve les grandes fêtières des transports comme Auto Suisse, le TCS, la Stag, aux côtés de Swissoil et d'Économie Suisse. On y voit leur lien avec les parlementaires, en immense majorité des partis de droite. Par exemple, l'ex-président et poids lourd de l'UDC, Albert Rösti, qui est aussi président de Swissoil, l'association des négociants en combustible, et qui devrait également devenir le président d'Auto Suisse, l'association d'importateurs d'automobiles. Ce lobby a-t-il répercuté les campagnes de désinformation des géants du pétrole? A-t-il remis en question les explications scientifiques sur le changement climatique, comme aux États-Unis? Nous avons demandé une interview à Albert Rösti, refusée, elle aussi. Il nous renvoie à l'association des importateurs de carburant et combustibles, Avenergy, l'ex-Union pétrolière, qui à son tour nous refuse une interview. Après une bonne vingtaine de mails, refus également de ses membres les plus importants. À force d'insister, c'est lui qu'on nous recommande au sein de l'UDC, Christian Imark, conseiller national Soleroy. Il s'est fait connaître par le rôle important qu'il a joué pour combattre la loi CO2 en 2021. Première question, que pense-t-il des alertes répétées des climatologues? Je ne suis pas là pour faire des reproches, mais il est possible que les conséquences du changement climatique soient surestimées. Après tout, même en ce qui concerne les principes de base scientifiques, les avis divergent, et également en matière de sciences. Il y a des priorités différentes. C'est pourquoi on ne peut pas simplement dire qu'il faut jeter aux orties tout ce qui a été fait avec succès jusqu'à présent dans notre société, parce que quelques scientifiques font un scénario. Un de vos collègues qui s'exprime beaucoup là-dessus, M. Koppel, il dit justement que ces scientifiques sont des activistes. Vous pensez? Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, absolument. C'est ce que je pense. Les scientifiques sont aussi souvent des activistes. C'est aussi une autre raison pour laquelle on ne peut pas simplement intégrer tel quel dans la politique tout ce que dit la science. Nous lui soumettons le graphique sur le lobby fossile au Parlement. Il y figure en tant que président de la section soleroise de la Stag, l'association suisse des transports routiers. Est-ce que vous pensez que le lobby pétrolier est très influent au Parlement? Alors, écoutez, je ne suis vraiment pas un lobbyiste du pétrole, comme vous le supposez. Moi, je suis président de la section soleroise de la Stag. C'est l'association des transports routiers. Dans les faits, pourtant, les transports routiers sont d'énormes consommateurs d'essence et de diesel. Défendent-ils leurs intérêts au Parlement?
Mais encore une fois, je ne suis pas un lobbyiste. Je suis un conseiller national libre et je peux dire ici, et c'est ce qui est beau, je peux dire ce que je veux, parce que je n'ai pas d'intérêt financier lié à mon travail ici. Personne n'écrit ce que je dois dire. Voilà ma position. Je veux ce qu'il y a de mieux pour mes électeurs, pour notre pays, pour notre population. Et c'est pourquoi j'ai combattu, par exemple, la loi sur le CO2. Parce qu'elle est tout simplement une catastrophe en termes de coûts-bénéfices. Et la population l'a confirmé en rejetant cette loi. À noter qu'aux côtés de l'UDC, c'est bien Avenergy, l'ex-Union pétrolière et Suisse Oil qui ont combattu la loi sur le CO2 et qui ont financé en partie la campagne du non. Une victoire de plus pour le lobby pétrolier dans son combat pour freiner la transition vers des énergies durables. À une toute autre échelle, dans un tout autre décor, c'est aussi ce qui se passe à Washington. Ici, des milliers de lobbyistes payés par l'industrie du pétrole œuvrent dans les coulisses du Congrès pour s'opposer à toute forme de régulation. Ce n'est pas un secret. Mais entendre l'un d'eux vanter ses méthodes de travail, c'est une première. En mai 2021, Keith McCoy, lobbyiste senior du géant américain ExxonMobil, a été piégé en caméra cachée par des enquêteurs de Greenpeace. Lorsque vous avez l'occasion de parler à des membres du Congrès, vous savez, je compare cela à la pêche. Vous avez un appât, vous le lancez pour les faire mordre à l'hameçon. C'est un public captif. Ils savent qu'ils ont besoin de nous, et moi, j'ai besoin d'eux. Cela a été une révélation pour beaucoup de gens de découvrir qu'ils savent pertinemment ce qu'ils font. Ils manipulent consciemment le système politique ici aux États-Unis. Avons-nous lutté agressivement contre une partie de la science? Oui. Avons-nous rejoint un certain groupe de l'ombre pour contrer la transition énergétique? Oui, c'est vrai. Mais il n'y a rien d'illégal dans tout cela. Vous savez, nous cherchions à protéger nos investissements. Nous nous occupions de nos actionnaires. La vidéo a estomaqué cet élu de Californie et plusieurs de ses collègues démocrates. Ro Khanna est membre d'une des commissions les plus importantes du Congrès, la commission de surveillance et de réforme, qui vient d'ouvrir une audition publique sur les campagnes de désinformation des pétroliers. Ça a été le catalyseur. Dans cette vidéo, Keith McCoy se vante du rôle qu'il a joué pour bloquer les législations sur le climat. Il se vante d'avoir participé au double discours tenu par son entreprise, qui prétend s'inquiéter du climat, mais qui, dans les coulisses, fait tout pour tuer cette même législation. Et j'ai dit, il faut faire venir les patrons du pétrole pour expliquer ça. On m'a dit, ils ne viendront jamais. J'ai dit, eh bien, on va les assigner à comparaître. Et ils sont venus. Nous sommes le 28 octobre 2021. La présidente de la commission ouvre cette audition exceptionnelle. C'est une audience historique. Pour la première fois, les plus hauts dirigeants de l'industrie fossile témoignent sous serment devant le Congrès quant à leur rôle dans le changement climatique et à leurs efforts pour dissimuler leurs responsabilités. Vous avez le choix, soit dire la vérité, admettre vos fausses déclarations et vos incohérences répétées et cesser de soutenir la désinformation climatique, soit vous présenter ici devant le peuple américain et mentir sous serment. Nous ne pouvons pas résoudre la crise climatique sans nous attaquer à la crise de la désinformation climatique. Beaucoup de gens ne savent pas que les grandes compagnies pétrolières, en particulier Exxon, ont menti au public depuis des décennies. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'elles nous ont empêchés de nous diversifier. Elles nous ont empêchés d'investir dans les énergies renouvelables dans les années 70, 80 et 90. En premier lieu, elles devraient reconnaître leurs responsabilités, tout au moins reconnaître leurs mensonges du passé. Deuxièmement, ces compagnies continuent à nous induire en erreur.
Elles prétendent aujourd'hui qu'elles sont en faveur des accords de Paris, mais elles prennent des mesures totalement incompatibles avec cela. Nous devons donc nous assurer qu'elles mettent en pratique leurs promesses d'aujourd'hui. Mais la mission va se révéler quasi impossible. Au fil des 6 heures d'audition à distance, Covid oblige, les grands patrons du pétrole vont se présenter comme des élèves modèles, prêts à s'engager pour un avenir avec moins d'énergie fossile. Je vous remercie de me donner l'occasion de discuter ici du besoin urgent d'agir contre le changement climatique et des efforts de Shell pour faire avancer la transition vers un avenir à plus faible émission de carbone. ExxonMobil fournit une composante essentielle et indispensable à la société moderne. Une énergie abordable, fiable et abondante. ExxonMobil reconnaît depuis longtemps que le changement climatique est réel et qu'il présente des risques sérieux. Nos opinions sur le changement climatique ont évolué au fil du temps. Toute suggestion selon laquelle Chevron a voulu désinformer et tromper le public sur ces questions complexes est tout simplement fausse. En conclusion, nous soutenons l'action climatique. Les gouvernements, les industries et les consommateurs doivent accélérer ensemble les solutions politiques et technologiques. Au fil des heures, ni aveu des campagnes de désinformation passées, ni promesse d'arrêter à l'avenir. Êtes-vous prêt à reconnaître vos responsabilités et à promettre d'arrêter de financer des groupes engagés dans la désinformation climatique sous quelque forme que ce soit? Je prends acte que vous ne voulez pas vous engager. L'enquête de la Commission va se poursuivre. D'autres auditions publiques ont déjà été annoncées. L'espoir de Ro Khanna, c'est que s'engage un processus semblable à celui du tabac. Rappelez-vous, en 1994, les 7 grands fabricants de cigarettes avaient menti devant la même commission de surveillance du Congrès. Cela avait marqué le début de leur déclin. Les auditions sur le tabac ont marqué l'esprit des Américains. Pour eux, ce n'était pas acceptable que les dirigeants de l'industrie du tabac, alors qu'ils savaient que les cigarettes sont addictives, le nient en public. Et cela a fait changer les choses dans ce pays. Lorsque j'étais jeune, quand on allait dans un bar ou à un événement sportif, on en revenait en sentant la fumée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu un changement culturel en Amérique. Nous avons besoin d'un changement culturel similaire en ce qui concerne l'adoption des énergies alternatives, des énergies renouvelables et des véhicules électriques. J'ai l'espoir que ces auditions puissent galvaniser notre pays et amener à ce changement culturel. 40 ans de désinformation, c'est aussi 40 ans de perdus pour freiner la destruction de notre climat. Mais une contre-attaque est en cours sur un tout autre terrain, celui de la justice. Nous sommes sur la côte est des États-Unis. Comme partout sur notre planète, ces rivages subissent les effets du réchauffement et des événements climatiques extrêmes. Katie Luciano est une géologue qui travaille pour le département des ressources naturelles de Caroline du Sud. Katie, vous mesurez quoi ici? Ici, c'est l'un de nos repères pour étudier l'érosion. Je mesure la distance de la forêt à la mer pour mieux comprendre comment le rivage se déplace et perd du terrain. Nous avons eu plusieurs ouragans et beaucoup de marées très hautes. Le taux d'érosion a pratiquement doublé par rapport au taux moyen historique de 7,5 mètres par an. Ces dernières années, sur ces îles côtières, la plage perd désormais 13 mètres par an, même 16 mètres à certains endroits, au lieu des 7 mètres habituels. Regardez là-bas. Vous pouvez voir la forêt. Vous pouvez voir toute cette végétation. Et vous voyez qu'ici, la plage s'érode rapidement sur cette île. Donc ici, cette plage était une forêt aussi dense que la forêt là-bas? Oui, juste ici où nous sommes, il y avait une forêt tout aussi dense, il y a quelques années seulement. Mais ça veut dire environ il y a 10 ans? Alors ici même, probablement il y a 2 ou 3 ans. Vous voulez dire qu'en 2 ou 3 ans? En 2 ou 3 ans.
Les arbres sont morts? Les arbres sont morts pendant cette période, oui. La montée des eaux menace toute la côte est des États-Unis. Et Charleston, en Caroline du Sud, est l'une des villes les plus exposées. C'est l'un des grands centres touristiques du pays grâce à son quartier historique construit sur une péninsule pratiquement à niveau d'océan, donc une zone très à risque. Cette menace est une priorité pour le maire démocrate de la ville. Dites-moi d'abord, comment est-ce que le changement climatique impacte votre ville? Laissez-moi réfléchir à un mot. Dramatiquement. Nous sommes sur la ligne de front du changement climatique, en raison de l'élévation du niveau de l'océan et de l'impact croissant des événements météorologiques extrêmes. Nous en souffrons année après année, depuis 10 ans maintenant. Pensez donc, quand j'étais gamin, on avait des marées exceptionnelles peut-être 5 fois par an. Maintenant, c'est 90 fois par an que ces marées inondent nos rues. Nous prévoyons que d'ici 20 à 30 ans, nous aurons des marées exceptionnelles tous les 2 jours. Ici, on ne se perd plus en débat politique sur le changement climatique. C'est une réalité. Nous sommes ici en première ligne. La ville subit aussi l'assaut d'ouragans de plus en plus fréquents, comme en 2017 quand Irma s'abat sur la côte et fait d'énormes dégâts. Le plus urgent, c'est de protéger les rives. Ici, depuis 2017, plusieurs dizaines de millions de dollars ont été dépensés pour surélever ces fortifications d'1 mètre. Maintenant, nous sommes en train d'assurer la protection de toutes ces maisons contre les marées hautes. Mais Charleston doit aussi se préparer à affronter des événements majeurs. Irma n'était pas un ouragan majeur. Si vous avez un ouragan majeur, on pourrait voir arriver des murs d'eau de 3 à 4 mètres de haut. Ça recouvrirait tout ici. Tout serait inondé. Nous travaillons donc avec le gouvernement fédéral pour voir s'il peut nous aider à construire une digue de protection, une structure de protection autour de la péninsule pour nous protéger de ce phénomène. L'idée, c'est de construire une digue géante au large de la rive, un peu comme à Venise, pour retenir l'océan. Au total, les investissements prévus se montent à quelques 3 milliards de dollars. Une somme vertigineuse pour cette ville de 150 000 habitants. C'est ce qui a poussé le maire à affronter en justice ceux qu'il tient en partie responsables des dégâts subis par la ville. La ville de Charleston poursuit 24 grandes compagnies pétrolières en justice pour les dommages causés à la ville et leur responsabilité dans le changement climatique. La plainte a été annoncée aujourd'hui par le maire John Tecklenburg. Nous lançons aujourd'hui une action en justice contre les grandes compagnies pétrolières. Pourquoi? Parce qu'elles nous ont délibérément trompés quant à l'impact de la combustion des énergies fossiles sur le climat de notre planète. Je pense donc qu'il n'est pas juste que les citoyens de Charleston payent le coût total des travaux rendus nécessaires en raison de l'élévation du niveau de la mer. La plainte vise directement les grandes compagnies pétrolières, notamment ExxonMobil, Shell, Chevron et BP, principalement en raison de leur campagne de désinformation. Au lieu de mettre en garde sur les conséquences découlant de l'utilisation de leurs produits, elles ont dissimulé les dangers et ont fait la promotion d'informations fausses et trompeuses. Je suis convaincu qu'elles ont contribué volontairement au problème et qu'elles devraient donc faire partie de la solution. Elles ont menti? Oui. C'était une campagne de désinformation.
C'est très similaire à ce que les géants du tabac ont fait avec la cigarette et les effets de la cigarette sur la santé, n'est-ce pas? C'est une histoire très similaire. Très similaire aussi à ce que nous avons vu ici récemment avec les firmes pharmaceutiques et les opioïdes. Ils ont poussé et poussé à la consommation de leurs produits, tout en disant « Oh, tout va bien », alors qu'ils savaient qu'il y avait des problèmes avec leurs produits. Mais ils ont continué à le vendre. L'action en justice de Charleston contre les géants du pétrole n'est pas isolée, bien au contraire. Il y a une trentaine de grandes villes et d'États qui ont fait de même, comme Baltimore, New York, Washington, le Massachusetts, le Minnesota. Des plaignants aidés dans leur démarche juridique par l'association de Richard Wiles. Ces procès peuvent tout à fait être gagnés. Et c'est pourquoi les compagnies pétrolières sont terrifiées par ces plaintes. Elles ont bien plus peur de ces plaintes que de ce que le Congrès pourrait faire. Parce que, vous savez, ces compagnies ont beaucoup de pouvoir au Congrès. Le Parti républicain leur appartient quasiment. L'argent dans la politique est un énorme problème dans ce pays. Mais les compagnies pétrolières ont peur de ces plaintes, car elles pourraient les obliger à payer les dégâts qu'elles ont causés. Si vous pensez à ce qu'il faudrait payer pour réparer les dégâts climatiques aux États-Unis, on parle là de plusieurs milliers de milliards de dollars. Si ces entreprises doivent payer leur pourcentage, leur juste part de ces dommages, cela représentera plusieurs centaines de milliards de dollars. Elles ne veulent certainement pas devoir faire ça. Ce que les compagnies pétrolières veulent aussi éviter, c'est que ces actions en justice les obligent à ouvrir leurs archives et qu'on y découvre d'autres informations compromettantes. Si ces documents sortent, le tort causé à la réputation de ces entreprises pourrait être énorme. C'est ça qu'ils redoutent. C'est la recette du désastre pour ces entreprises, et elles feront tout ce qu'elles peuvent pour l'éviter. En Europe, la justice a déjà tranché contre l'un des géants du pétrole. C'est un jugement inédit, prononcé par le tribunal de district de La Haye le 26 mai 2021. Le groupe Shell devra s'abstenir de nouveaux investissements dans l'extraction de matières premières fossiles ou limiter sa production et ses ventes. Concrètement, Royal Dutch Shell est tenu de réduire les émissions de CO2 du groupe Shell, de ses fournisseurs et de ses clients de 45% net d'ici fin 2030. L'affaire a été lancée en avril 2019 par plusieurs ONG de défense de la Terre et plus de 17 000 citoyens néerlandais. Ils reprochent à la multinationale de détruire le climat, et cela en toute connaissance de cause, puisque Shell, comme les pétroliers américains, avait conscience du danger posé par ces produits il y a plus de 40 ans. C'est un jour historique pour nous tous, vraiment. Pour la première fois dans l'histoire, un juge a décidé qu'une grande entreprise devait cesser de provoquer un changement climatique dangereux. Le juge n'a laissé aucun doute sur le fait que Shell est l'un des responsables des changements climatiques dangereux et qu'elle doit arrêter. La force du jugement se lit dans ses détails. Shell doit réduire de 45% non seulement les émissions de ses propres installations, par exemple ses forages ou ses stations-service, mais aussi les émissions dues à la consommation de ses produits, par exemple l'essence de nos voitures. Shell a bien sûr fait appel, estimant que ses propres plans de réduction d'émissions de CO2 d'ici à 2050 sont suffisants. Elle estime que ce n'est pas à la justice d'imposer des objectifs environnementaux. Pas si sûr, nous dit Maître Mahin, un avocat lausannois spécialisé dans la justice climatique et tout nouveau député vert au Parlement. C'est le signal d'un changement de paradigme, d'une manière très nouvelle de poser le problème en matière climatique, avec une justice qui n'a pas d'agenda politique, qui n'a pas d'agenda personnel, qui est totalement imperméable au lobby et qui simplement dit le droit. C'est la formule pour la justice. Le juge va dire le droit. Maintenant, c'est l'arrivée du judiciaire dans l'arène climatique et c'est tant mieux. Ça va probablement jouer un rôle très positif.
C'est sidérant, en quelque sorte, dans notre système capitaliste. On va demander à une entreprise d'arrêter de produire quelque chose. C'est vertigineux comme défi, pour dire les choses de façon tout à fait claire, mais en réalité, c'est à la mesure du défi qui se pose à nous. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de sortir du carbone. Ça veut dire que si on veut faire en sorte qu'on reste dans les trajectoires de réchauffement le plus raisonnable possible, parce qu'on sait déjà qu'on va dépasser les objectifs de l'accord de Paris, malheureusement, mais si on veut limiter la casse, on doit sortir du carbone. On doit se désintoxiquer du carbone, et donc nécessairement, il va falloir dire droit dans les yeux aux entreprises qui sont à l'origine de ce business, vous devez vous réorienter. En attendant ce tournant radical, 40 ans ont été perdus. Les campagnes de désinformation ont imprégné les esprits. Les experts du climat continuent à se battre pour être entendus et nous peinons tous à regarder la réalité en face. La transition vers des énergies durables n'avance que péniblement et nous en payerons tous le prix. Si à 40 ans, les compagnies pétrolières avaient écouté leurs propres chercheurs, leurs propres scientifiques et avaient choisi un autre chemin, on en serait où aujourd'hui? C'est clair qu'on serait dans une situation complètement différente. On n'aurait plus vraiment de problème climatique parce qu'il faut bien voir que, en fait, une grande partie des émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2 ont lieu, en fait, par exemple, depuis les années 90, depuis le premier rapport du GIEC. C'est ça qui est effrayant, c'est que, en fait, à l'époque, on était dans une situation où on pouvait anticiper qu'il y aurait des problèmes si on continuait sur la même trajectoire. Donc ça, c'est quand même très grave. Ça veut dire que les décisions qu'ont prises ces entreprises ont vraiment plombé notre avenir à nous aujourd'hui. Ça, il n'y a absolument aucun doute à ce niveau-là, oui. Et je pense qu'il y a une forte responsabilité, disons, du fait que ces informations, en fait, n'ont pas été partagées à l'époque et qu'il n'y a pas eu plus de transparence sur ces informations qu'on avait à l'époque. En un mot, selon vous, comment qualifier ces campagnes de désinformation? Maléfique. C'est juste le mal à l'état pur. Je ne sais pas quoi dire d'autre que cela à ce stade. Je veux dire, la science est tellement claire, et pourtant ces entreprises continuent à tromper le public et à l'induire en erreur. Notre vie à tous sur la planète est en jeu. Ces entreprises sont tout simplement méprisables. Elles sont tout simplement maléfiques. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Des options existent. La technologie est clairement là pour qu'on change de modèle. Mais elles veulent juste tirer le maximum d'argent de leurs produits, aussi longtemps qu'elles le peuvent. Au diable les conséquences. C'est un comportement simplement horrible et immoral. Si les grandes compagnies pétrolières n'avaient pas menti il y a 40 ans, à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui? Si les compagnies pétrolières n'avaient pas menti il y a 40 ans, nous ne serions probablement pas ici, aussi près de l'eau. Nous serions probablement encore dans une forêt, comme là-bas, parmi tous les arbres qui s'y dressent, à écouter le chant des oiseaux, à voir les goélands nous quémander un peu de notre repas. Alors ne faisons pas 40 ans d'erreurs supplémentaires. Il faut dire la vérité maintenant.